Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous laisse prendre place. Donc, c'est un très grand honneur aujourd'hui d'introduire cette conférence qui se tient dans le contexte des assises humanitaires. Les assises humanitaires, c'est une période de réflexion pour les institutions hospitalo-universitaires au sujet de l'action humanitaire. Et évidemment, quel autre conférencier on aurait pu inviter aujourd'hui pour réfléchir, questionner l'humanitaire. Et donc, c'est Ronnie Broman qui donnera cette conférence aujourd'hui. Alors, dans le déroulé de la soirée, je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à Monsieur Bertrand Levrat, le directeur de cet hôpital, qui nous accueille ici dans ce magnifique auditoire, et ensuite à Antoine Geisbuller, le doyen de la faculté de médecine, puisque nous parlons dans les assises humanitaires des stratégies des institutions hospitalo-universitaires. Et ensuite, je passerai la parole à Karl Blanchet, le co-organisateur de ces assises, et enfin à Ronnie Broman. Merci beaucoup. Merci Alexandra, cher monsieur Ronnie Broman, chers amis, chers collègues, bienvenue dans cet auditoire pour cette soirée. Et c'est vrai que c'est particulier d'avoir imaginé cette thématique, d'en parler, et puis en même temps et en parallèle, de voir aujourd'hui le Proche-Orient qui s'embrase avec malheureusement une actualité qui semble d'autant renouvelée. Avec finalement ce que l'on nous dit là, principes et réalités de l'humanitaire. L'humanitaire, je vois certaines têtes très familières dans la salle qui me l'ont appris, l'humanitaire. Personnellement, j'ai été délégué du CICR il y a une vingtaine d'années de cela, avec finalement ces réalités du terrain qui ne changent pas forcément. C'est-à-dire que peu importe finalement si on avait le droit ou pas de faire la guerre, la question c'est de savoir comment, à l'intérieur de ce conflit armé, se déroule le respect des différences entre la population civile et les combattants, le respect des principes de proportionnalité, la capacité de faire effectivement valoir l'humanité, la neutralité, l'indépendance au sein des conflits armés. Ça, eh bien, c'est l'ADN même de l'humanitaire, c'est l'ADN que vous représentez si bien, avec souvent aussi un côté, je dirais, où vous étiez une figure tutélaire pour beaucoup d'entre nous, avec cette capacité de s'exprimer, d'être vocal aussi lorsqu'il le fallait, de dénoncer si c'était nécessaire et d'avoir cet engagement pour l'humanité. Alors, personne de plus qualifié que vous peut nous en parler ce soir, et j'aimerais juste faire un petit détour par les HUG, par non seulement l'hôpital, mais aussi l'hôpital universitaire de Genève et les collaborations qu'on a dans le domaine de l'humanitaire avec un certain nombre de points très importants. Et je salue Antoine Geisbuller, le doyen de la faculté de médecine. C'est vrai qu'on s'allie ensemble pour essayer à la fois d'envoyer un certain nombre de collaboratrices et de collaborateurs sur le terrain, là où c'est nécessaire. Il y a des collaborations très étroites avec la DDC, il y a des collaborations très étroites avec Médecins sans frontières, bien sûr, et avec le CICR, pour ne citer que ces trois organisations qui nous permettent d'avoir du sens, d'avoir la capacité d'envoyer un certain nombre de collaboratrices et de collaborateurs qui vont sur le terrain, apportent la connaissance et leur savoir-faire et leur savoir-être, et ramènent aussi, parce que je crois beaucoup dans cette capacité de relations bilatérales, ramènent aussi leur expérience et leur savoir, qui nous est malheureusement parfois utile, je pense, et je me remets dans cet auditoire il y a quelques années à peine avec la crise du Covid, où un certain nombre de ces principes de respect, d'indépendance, de neutralité, d'humanité étaient aussi nécessaires sur notre sol, ici à Genève, avec une crise qui était certes pas liée à la guerre, mais qui était liée à une pandémie d'une ampleur extraordinaire. Alors j'aimerais vous redire l'engagement qu'ont les HUG, l'engagement qui est pérenne, qui est durable pour l'aide humanitaire. On a quelque chose d'absolument fantastique au HUG, c'est qu'un cinquième des honoraires privés des médecins, eh bien, on le prélève. C'est un terme très médico-soignant. On prélève un cinquième de ces honoraires privés pour l'action humanitaire. Et ça, c'est une chance immense d'avoir cet accord, finalement, des médecins, des professeurs de médecine sur leur activité privée, d'être d'accord, de ne pas tout prendre pour eux, mais de partager, de donner des moyens pour l'aide humanitaire, de donner des moyens à l'hôpital d'en faire plus et d'en faire au-delà de ces justes petites frontières. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un monde globalisé et où ce qui se passe chez nos voisins est important aussi chez nous. Avec aussi, eh bien, des fois des actions qui peuvent être regardées avec des appréciations différenciées. Je pense à un collègue qui, normalement, cet été, devrait aller sur l'Ocean Viking avec, oui, un engagement humanitaire évident par rapport à des gens qui en ont besoin et en même temps, vous le savez, par rapport aux questions de migration et à l'Europe, eh bien, des vrais débats. Puis en même temps,
ce que nous acquérons comme expérience à l'externe nous permet d'avoir aussi l'expérience ici. Les migrants qui arrivent sont souvent dans des situations dénutries, sont souvent dans des situations de traumatisme psychique, et de comprendre les réalités de l'humanitaire nous permet aussi de mieux faire notre métier ici à Genève, au service des patientes et des patients. Alors, Ronnie Broman, merci d'avoir accepté l'invitation. Je me réjouis que non seulement vous puissiez nous éclairer et échanger avec nous, mais surtout, je me réjouis que vous toutes et tous qui êtes ici, si vous êtes ici, c'est que vous avez cette flamme, vous avez cette envie, non seulement d'en apprendre plus sur l'humanitaire, mais vous avez cette connaissance ou ce partage de ce qu'est l'humanité, parce que derrière l'humanitaire, bien, il y a l'humanité tout entière, et cette capacité que l'on a de se mobiliser pour l'autre, d'être là, présent, répondant toujours lorsqu'il y a un besoin quelque part sur la planète. Et je suis très fier d'être au HUG aujourd'hui, avec la chance d'avoir un orateur d'exception, mais aussi la chance de vous avoir toutes et tous ici, parce que votre présence illustre votre intérêt, votre motivation. Alors j'ai le plaisir de passer maintenant la parole au doyen de la faculté de médecine, le professeur Antoine Gasbuller. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, merci pour ces mots d'introduction qui nous vont droit au cœur. Et puis, bienvenue à toutes et à tous dans cette salle. Vous aurez remarqué, hein, les deux affiches, ça symbolise quand même assez bien le fait que nous travaillons ensemble, faculté de médecine, hôpital universitaire de Genève, sur bien des domaines, et en particulier le domaine de la coopération internationale et des affaires humanitaires, symbolisé par cette nouvelle commission conjointe, effort que la professeure Alexandra Calmi a mené depuis plusieurs années maintenant, pour que vraiment toutes les forces tirent à la même corde et aient des moyens substantiels pour faire développer ces projets de coopération internationale et d'aide humanitaire. Je tenais à le souligner parce que ça a été un très bon développement. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'évidemment, la faculté de médecine est impliquée dans des activités, en particulier de coopération internationale, depuis plusieurs décennies. Ça fait au moins 40 ans que nos professeurs de sciences de médecine fondamentale vont enseigner à Yaoundé parce qu'il n'y avait pas d'enseignement de l'anatomie, de la physiologie, etc. Ça a donné lieu à un terreau extrêmement fertile et puis maintenant à quasiment la norme. Je n'ai pas un de mes collègues professeurs au HUG ou à la faculté de médecine qui n'ait pas des projets de coopération internationale. C'est quelque chose qui caractérise notre faculté et qui évidemment valorise le fait qu'on est quand même assez bien placé puisqu'on est dans la Genève des organisations internationales, des organisations non gouvernementales avec un terreau là aussi extrêmement fertile. Et puis, j'aimerais quand même mentionner aussi que nous avons des étudiants et des étudiantes qui sont d'une nouvelle génération et qui donc vont aussi faire évoluer cette pensée de ce que c'est que l'action humanitaire et la coopération internationale. Ces mêmes étudiants qui ont exigé de nos professeurs qu'on développe des cours sur la santé planétaire, sur les limites planétaires et qu'est-ce que ça signifie dans les études de médecine, dans la conception des systèmes de santé. Ces mêmes étudiants qui se sont lamentés du fait de ne plus pouvoir partir en stage d'immersion communautaire dans des pays du Sud, en particulier avec le Covid. Et donc, un appétit pour la chose de la pensée globale, de la pensée planétaire, de l'action humanitaire et de la coopération internationale. Et je suis sûr, et je vois des étudiants dans cette salle, et je suis très heureux que vous veniez aussi ici écouter cette conférence qui certainement va nous faire non seulement réfléchir, mais peut-être aussi réagir. En tout cas, vous en aurez l'occasion. Et puis, je vais maintenant, sans plus tarder, passer la parole au professeur Karl Blanchette, qu'on a le plaisir d'accueillir depuis maintenant plus de 3 ans dans notre faculté et qui, voilà, a en gros une idée par minute et donc nous challenge quasiment autant que nos étudiants. Et donc, c'est un véritable plaisir, Karl, qui est le directeur du Centre des études humanitaires de la faculté de médecine de l'Université de Genève et qui va faire l'introduction de notre conférencier. Merci, Karl. Merci. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde et bienvenue. Alors, j'ai l'infime privilège de présenter Ronnie. Alors, généralement, quand on présente un interlocuteur, on présente un certain nombre de dates, mais elles n'ont rien à voir avec qui est Ronnie et ce qu'il a fait. Mais voilà, je passe médecin en maladies infectieuses, donc ça nous touche complètement. Et surtout président de Médecins sans frontières France entre 1982 et 1994. Ronnie a aussi cette capacité à la fois d'être dans la pratique, mais également dans l'académique.
Il a été très influent, notamment à Aix-Marseille, pour la création d'un master sur l'action humanitaire, puis avec nos copains de Manchester, très impliqué dans la création d'un centre d'études humanitaires sur les crises et les conflits et les réponses humanitaires à Manchester. Et puis aujourd'hui, il continue sa pratique de réflexion en tant que chercheur à MSF Crash, qui est une entité à l'intérieur, mais à l'extérieur de MSF, pour réfléchir un petit peu sur les pratiques et les futurs de l'organisation, mais également sur les crises humanitaires. Au-delà de ça, donc là maintenant je range mon petit papier, au-delà de ça, c'est, comme l'a dit Bertrand Lebrun, quelqu'un qui nous a inspirés. Pour ma part, c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré pour commencer l'humanitaire. L'humanitaire, évidemment, c'est l'action. Mais en écoutant et en lisant Ronnie Broman, c'était se rendre compte que finalement, il peut y avoir un humanitaire intelligent, celui qui va réfléchir à ce que l'on fait, qui réfléchit aux conséquences des actions que l'on fait, et qui va réfléchir également à comment est-ce qu'on peut transformer nos actions et avec des crises humanitaires qui sont très dynamiques, qui changent tout le temps. C'est cette capacité de réflexion, d'écriture, de pensée, un bel esprit qui est pour nous une inspiration. Alors, j'ai passé un certain nombre d'années en tant qu'humanitaire, mais maintenant en tant que chercheur, ça nous permet de mieux réfléchir et de prendre des distances sur ce qu'est l'action humanitaire, mais également ce que c'est que la réponse, quelles sont les organisations humanitaires qui nous entourent et quelle est la nature des crises auxquelles on doit répondre. Lorsque Ronnie était président de Médecins sans frontières, je commençais ma carrière professionnelle en tant qu'étudiant, puis j'ai commencé ma carrière. Et c'est à ce moment-là que j'écoutais à la fois et lisais les propos de Ronnie. Et puis j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir l'interviewer à un moment donné pour faire une préface d'un livre que l'on avait écrit avec Boris Martin sur un comparatif entre un humanitaire anglo-saxon et un humanitaire français ou francophone. Et puis, par hasard, il y a à peu près 6 ans ou 7 ans, je l'ai rappelé à Ronnie tout à l'heure, on s'est rencontrés dans un aéroport international, sous une tente. C'était à Juba, au Sud-Soudan, et tous les deux, de manière très patiente, de chacun d'un côté de la tente, on attendait notre avion pour aller dans une province quelconque. Et tout d'un coup, je vois Ronnie là-bas, tout d'un coup, ce mentor, sans qu'il le sache, était là. Et donc, je me suis introduit en disant, mais voilà, on s'est parlé au téléphone, on ne s'est jamais rencontrés. Et on allait tous les deux à 2 endroits malheureusement différents du pays. Mais c'était ma première rencontre avec Ronnie. Et depuis, voilà, on a réfléchi avec Alexandra et Calmy et Éric Comte également à l'organisation de ces assises. Aujourd'hui, on a passé une journée à réfléchir un petit peu sur le rôle d'une institution hospitalo-universitaire dans la Genève internationale et dans l'humanitaire en général. Et tout de suite, nous est venu à l'esprit d'inviter Ronnie pour cette soirée, pour passer cette soirée avec Ronnie, et de manière automatique et très très naturelle, Ronnie a accepté cette invitation avec plaisir d'être avec nous ce soir. Donc Ronnie, merci beaucoup d'avoir accepté, et maintenant bienvenue à Genève, au HUG, à la faculté de médecine. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci pour les mots extrêmement plaisants, flatteurs et un peu intimidants que vous avez prononcés. Intimidant parce qu'il faut que je prévienne tout le monde tout de suite, et ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Je ne vais pas être à la hauteur où l'on m'a placé. C'est impossible, donc je ne vais même pas essayer. Je vais simplement essayer de partager quelques notions, quelques réflexions qui finalement portent sur le sens des mots. Parce que dans le contexte où je m'exprime ce soir avec un public très mélangé, ce qui est pour moi une qualité,
le choix que j'avais fait initialement, qui était de prendre une ou deux études de cas, ce qui, quand j'étais enseignant ou quand je réfléchis à une situation, me sert toujours, parce que dans chaque étude de cas, on peut faire ressortir des enjeux, des impasses, des questions qui sont en elles-mêmes intéressantes. Mais ça ne se prêtait pas parler par exemple du Soudan du Sud ou du passage du Sud-Soudan au Soudan du Sud. Je rappelle que le Sud-Soudan, c'est le pays, avec le Kosovo, c'est un pays qui doit son indépendance d'une certaine manière à une opération dite humanitaire. Hein. Le fait que le Sud-Soudan ait été ravitaillé depuis le Kenya, depuis la guerre depuis 1993, a été l'élément déclenchant qui a débouché sur son indépendance, de même que le Kosovo. Donc on voit à quel point des opérations humanitaires, humanitaro-politiques, politico-humanitaires, enfin les termes sont difficiles à démêler, peut déboucher sur de nouvelles réalités, de nouvelles entités géopolitiques. C'est quand même, c'était tout à fait inattendu. Mais bon, j'ai choisi de confronter les principes et les réalités sur un mode beaucoup plus distancié, pas directement sur le terrain, mais avec une réflexion sur les notions que l'on emploie. Et d'emblée, d'ailleurs, je me trouve pris un petit peu en porte-à-faux. Je suis un peu pris en porte-à-faux parce qu'on a, par exemple, dans les discours introductifs, mais également dans le papier que j'ai reçu présentant la conférence, je ne sais pas jusqu'où il a circulé, mais enfin, parler de 3 points, des crises humanitaires provoquées par le changement climatique, du ciblage délibéré des humanitaires et des difficultés particulières que cela posait, et de la, entre guillemets, décolonisation de l'humanitaire. Alors, toutes ces notions, crise humanitaire, décolonisation, ciblage, elles ne tombent pas du ciel, elles sont inscrites, elles proviennent d'une réalité sociale, politique, mais personnellement, je ne les partage pas, malgré tout. Ou du moins, j'ai de très fortes nuances à y apporter. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par crise humanitaire? Généralement, enfin moi qui aime bien, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on raisonne spontanément, le parallélisme des formes, eh bien, je mets en parallèle crise humanitaire avec crise cardiaque ou crise économique. Et quand la crise cardiaque, ça veut dire que le cœur marche mal. Crise économique, ça veut dire que l'économie marche mal. Crise humanitaire, est-ce que ça veut dire que l'humanitaire marche mal? Non, ça veut dire qu'on veut englober un certain nombre de choses que l'on veut regrouper, subsumer en quelque sorte, sous un titre générique, crise humanitaire, qui peut aller d'un gros déraillement à un génocide, en passant par un tremblement de terre, une épidémie, ou que sais-je encore. Et personnellement, je pense qu'il est préférable, pour notre santé psychique, pour notre capacité à raisonner, à échanger, à discuter, à réformer, à améliorer les choses, d'appeler les choses par leur nom, et non pas par des intitulés obscurs, vagues, et qui ont quelque chose de trompeur. Hein, je rappelle que les 2 premières occurrences de la formulation crise humanitaire, si mes recherches sont exactes, sont pour une part la famine et la guerre en Somalie, et personnellement, crise humanitaire en Somalie ne me dit rien, famine et guerre en Somalie me dit beaucoup. Et on est déjà de plein pied dans la réalité, enfin dans une approche de la réalité, quand on parle de famine et guerre. Il y a des gens ici qui savent de quoi je parle, Patrick. Et moi, j'ai jamais vu de crise humanitaire nulle part. La deuxième occurrence, et ensuite ça s'est multiplié à l'infini, elle est beaucoup plus grave, elle est beaucoup plus sérieuse. C'est celle que l'on observe dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 juin 1994. Je me rappelle la date parce que c'est le génocide Tutsi du Rwanda. C'est la première résolution qui est passée là-dessus. Et sous pression de la Maison-Blanche, on n'emploie pas le terme génocide, alors que on est le 22 juin, c'est pour ça que je précisais la date. Depuis, disons, fin avril, début mai, on sait qu'on connaît la nature des violences effroyables qui se déroulent au Rwanda, mais pour éviter de parler de génocide, ce qui impliquerait des obligations supposées ou réelles, peu importe, je n'entre pas
dans le débat, on parle de crise humanitaire particulièrement grave. Et donc la fonction de dissimulation de cette formule, pour moi, apparaît au premier chef, et c'est la raison pour laquelle, enfin une raison supplémentaire mais déterminante, pour laquelle je n'emploie jamais cette formule, mais je cherche à trouver les mots qui, comme ceux que j'ai donnés tout à l'heure, peuvent rendre compte, donner un aperçu de la situation et pas baisser un écran sur lequel on projette nos fantasmes. C'est quand même deux choses tout à fait différentes. Alors, je pourrais aussi parler des différents emplois du terme humanitaire, situation humanitaire. Quelle est la situation humanitaire? Y a-t-il crise humanitaire? Je me rappelle, par exemple, on parle beaucoup et de façon particulièrement effroyable de Gaza et d'Israël en ce moment. Je me rappelle une déclaration du Premier ministre israélien disant il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza. Nous maintenons la population dans un état d'équilibre tout juste. Ils auront faim, mais ils ne mourront pas. Ils auront faim, mais il n'y aura pas de famine. C'était ça le terme exact. Voilà un emploi aussi du terme crise humanitaire, intéressé, politique, contre lequel on n'a d'une certaine manière aucun moyen de défense si on abonde dans ce sens, si on utilise ce genre de lexique. Là encore, le brouillage est à l'ordre du jour pour justifier cette... Alors je sais bien que ce n'est pas du tout dans cet esprit-là qu'il était employé par mes présentateurs ou dans la présentation de la conférence, mais c'est la réalité de l'usage social de cette formule. De même que guerre humanitaire. J'ai écrit un petit livre il y a 5 ans j'ai publié il y a 5 ans sur la guerre humanitaire en prenant en revanche cette notion au sérieux, puisque elle fait l'objet d'études depuis longtemps et que les critères de la guerre juste de saint Thomas, repris par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2005, sous l'appellation responsabilité de protéger, R2P, dans le jargon des ONG internationales, document ou annonce ou formule qui a rencontré un grand succès dans le monde des ONG à l'échelle internationale, hein, pas uniquement en France avec les tenants du droit d'ingérence, mais de façon beaucoup plus globale. Et finalement, la notion de guerre humanitaire a été en quelque sorte officialisée par les Nations Unies qui, à cette occasion, reconnaissait que, disons, réhabilitait la notion de guerre juste, donc réhabilitait d'une certaine manière la notion de guerre. Parce que, je le rappelle, personne ne part en guerre en disant « tiens, je vais mener une guerre injuste. Je vais faire le maximum de dégâts, je vais utiliser les moyens les plus perfides, etc. » Donc cette réhabilitation de la guerre juste, elle m'a intéressé, j'ai voulu en faire, moi qui ne suis pas pacifiste, donc mettre à l'épreuve de cette notion de guerre humanitaire, si bien que mon petit livre est paru sans guillemets. Guerre humanitaire, point d'interrogation, mensonge et intox, parce que je montre à quel point elles ont fait l'objet d'un investissement propagandiste exceptionnel, qu'il s'agisse de la Somalie, du Kosovo ou de la guerre de Libye de 2011, qui sont les 3 guerres qui ont été labellisées humanitaires et auxquelles je me suis intéressé. Je terminerai ce prélude, si j'ose dire, mais rassurez-vous, les autres, je ne vais pas m'éterniser parce qu'on laissera, pardon, je fais une petite parenthèse, on va laisser une place large à la discussion avec les présentateurs, ce qui permettra d'aborder des sujets que j'ai soit effleurés, soit traités d'une manière un petit peu cavalière, soit des sujets que je n'aurais pas traités parce que le temps a manqué. Et donc je reviens sur mon propos liminaire consistant à s'interroger sur certaines notions, et en particulier sur la notion humanitaire ou d'aide humanitaire. Je rappelle qu'à l'origine, le mot humanitaire désigne un sentiment, une pause sociale, une sorte de perspective politico-morale. L'humanitaire, c'est celui qui professe une confiance dans la capacité de l'humanité à s'améliorer. Ça, c'est la conception, disons, Lamartine et les premiers humanitaires du 19e siècle. D'ailleurs, la paternité est disputée entre France et Grande-Bretagne. Personnellement, je ne tranche pas. Je crois que les termes sont apparus, en fait, dans les années 30 du 19e siècle et dans des circonstances tout à fait comparables. Il s'agissait, par exemple, de lutter contre l'esclavage, de lutter contre le travail des enfants. Les enfants travaillaient en Angleterre, notamment.
puisqu'ils travaillaient dans les filatures à partir de l'âge de 4 ans, ils faisaient des journées de 12 heures, etc. Donc, les humanitaires ont œuvré à des réformes, les humanitaires européens ont œuvré d'abord à des réformes sociales de ce type-là, lutte contre l'esclavage, le travail des enfants, l'amélioration des conditions d'existence du prolétariat, etc. Donc ça, c'était, disons, le monde de la philanthropie sociale ou du socialisme philanthropique du début du 19e. Et il reste aujourd'hui des traces, et des traces positives. L'idée selon laquelle les humanitaires interviennent dans le débat public pour ouvrir celui-ci à des enjeux qui sont pas pris en compte parce que les populations ou les gens concernés n'ont pas droit au chapitre, n'ont pas la possibilité de venir s'exprimer. Bref, que pour une raison ou pour une autre, leur voix manque, une voix que je qualifierais, disons, de celle des superflus, ceux qui ne sont pas aptes au grand combat pour la production ou qui en tout cas en ont été écartés pour un moment ou par un autre. Eh bien, cette tradition, elle subsiste, et la dénonciation ou que font des ONG comme, enfin, de MSF à Oxfam. Pour moi, Oxfam est à l'autre bout du spectre des ONG, mais dans celui-ci tout de même. Et entre les deux, il y a plein d'autres choses, sur les mines, sur l'accès aux médicaments, etc. Tout cela, pour moi, relève de cette tradition très profondément inscrite dans l'histoire européenne, et pas seulement dans l'histoire européenne, mais bon, c'est de là que nous parlons, donc c'est de ça que je traite aujourd'hui. Donc cette origine, elle se fait encore ressentir, et elle tend à brouiller, ou en tout cas à rendre un peu confuse les distinctions entre les différentes formes d'action. Est-ce que, par exemple, la coopération dont on parlait à l'instant, coopération des hôpitaux universitaires genevois avec d'autres hôpitaux, universitaires ou non, en Afrique, les sessions de formation, les échanges de personnel, est-ce que tout ça relève de l'humanitaire ou de la coopération? Moi, personnellement, je ne trancherai pas, parce que je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt à trancher, étant donné que moi, je pense qu'il ne faut pas mettre l'humanitaire sur une échelle morale en haut de celle-ci, tout le reste est en bas, mais comme une forme d'action mue par un certain sentiment, le sentiment de se rendre utile, la volonté d'être aux côtés de gens qui sont dans une situation de détresse, simplement parce qu'ils sont dans une situation de détresse et qu'on a les moyens de les aider, si peu que ce soit. Autrement dit, l'humanitaire, pour moi, c'est d'abord un sentiment. C'est ça que je voulais le dire, un sentiment au meilleur sens du terme. Un sentiment, une dynamique interne, et pas un cadre normatif. C'est pour moi là que s'opposent les deux. Aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire, surtout ici à Genève, mais aussi en tant que Médecins sans frontières, parce que nous baignons là-dedans, aujourd'hui, la tentation, la tendance est de définir l'action humanitaire comme une action neutre, impartiale, indépendante. La triade symbolique, la Sainte Trinité, je dirais, en tant que non-chrétien, ça me frappe tout de même, cette Sainte Trinité qui a ses grands prêtres, ses synodes, ses conciles, son Vatican, etc. Donc il y a quelque chose là de très religieux là-dedans, notamment parce qu'il y a une sorte de croyance qui résiste à tout démenti. C'est ça, au fond, la croyance religieuse ou la croyance idéologique. Alors j'y reviendrai. Quelques notions sur le DIH. J'essaye de le dire avec l'accent, mais bon, DIH, c'est pas garanti. Le DIH et les principes, j'y reviendrai. Mais je voudrais rappeler, ayant le privilège, pas toujours agréable à porter, mais enfin, quand même, qui est un privilège, d'être à MSF depuis pas loin de sa création. Je suis entré début 78, donc 45 ans. J'ai été frappé. D'abord, moi, quand je suis entré à MSF, les questions de neutralité, d'impartialité, d'indépendance me laissaient de marbre. Je n'y pensais même pas. Et d'ailleurs, je n'ai rencontré personne qui m'en parle. MSF voulait intervenir, envoyer des médecins dans des situations de catastrophe naturelle, catastrophe politique. Et voilà. Et puis les conséquences. Donc, quand je suis parti, j'ai travaillé dans les camps de réfugiés. Et puis quand je suis revenu à Paris, j'ai pris quelques responsabilités organisationnelles et beaucoup œuvré à ce que MSF s'équipe, s'organise pour intervenir dans certaines situations.
Et finalement, la médecine humanitaire de l'époque n'était pas une médecine à principe, mais une médecine à situation. Situation de camps de réfugiés, de personnes déplacées, de conflits armés, de catastrophes naturelles. Et puis autour, si on avait le temps, s'il nous restait des ressources, etc., d'autres formes d'action qui avaient également leur utilité, parfois d'ailleurs une utilité beaucoup plus incontestable que dans les situations de catastrophe, mais ça n'était pas dans ces termes-là que nous comparions les choses. Par exemple, installer un hôpital de brousse dans une région qui en est dépourvue, c'est une initiative extrêmement utile, qui pose ses problèmes et qui apporte beaucoup de solutions et de ressources, et qui finalement, pour chaque franc ou à l'époque ou euro dépensé, rend beaucoup plus de services que dans une situation de guerre ou de catastrophe. Mais il n'empêche que c'était vers là que nous penchions, et donc la question des principes n'était absolument pas à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée dans le monde des ONG et à MSF en particulier? Je fais quelques petites fenêtres comme ça, je précise que je m'exprime ici au nom de MSF ou de certains courants, disons, de MSF, mais que je n'ai pas la prétention de représenter l'humanitaire en général, mais plutôt une tendance, un courant intellectuel, un courant opérationnel, plus représenté à MSF France, un peu à MSF Genève, et très peu ailleurs. Donc, ce n'est pas une pensée institutionnelle, ce n'est pas une propagande d'ONG que je fais là. Donc, je reprends le fil. Le moment où la question des principes et donc, d'une certaine manière, du droit humanitaire a commencé à se poser de façon concrète, c'est avec la fin de la guerre froide et le déploiement des opérations dites de maintien de la paix, d'imposition de la paix, le peacekeeping, le peace enforcing, etc. Donc ça, c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner dans les années 90 et qui finalement n'a pas duré plus d'une décennie, grosso modo, mais qui à ce moment-là a été tout de même extrêmement présent dans tous nos esprits. C'en était fini du veto automatique de l'époque de la guerre froide. En l'espace de quelques années, on a déployé autant de casques bleus qu'en l'espace de 50 ans. Un ministre français, Pierre Jox, pouvait déclarer... Je veux bien que... Un peu d'eau, merci. Un ministre français pouvait déclarer qu'au Cambodge, la première ONG déployée dans le pays était française et elle s'appelait l'armée. L'armée française au Cambodge, appelée une ONG. J'ai beaucoup d'estime pour Pierre Jox en tant que personnalité politique, mais là, je pense qu'il avait vraiment raté la marche. Merci. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui dire et il a accepté la critique très, très élégamment. Mais en tout cas, ça rend bien compte de l'ère du temps. Les déploiements militaires à visée humanitaire, donc les déploiements dits militaro-humanitaires, se multiplient. On en voit un peu partout, au Libéria, au Sierra Leone, en Bosnie, etc. Donc, je vais pas faire la liste, simplement indiquer que la situation des humanitaires à ce moment-là est très, fragile, ou en tout cas, les humanitaires sont perplexes. Qui sommes-nous face à ces contingents? Sommes-nous finalement un appendice de ces armées qui tiennent beaucoup de place, qui sont imposantes, qui parlent beaucoup, qui se font entendre, qui d'une certaine manière enregistrent des résultats, même s'ils sont à court terme, quand un déploiement de 1000 ou 2000 hommes en armes se produit quelque part, ça change immédiatement la donne, même si ce n'est pas forcément pour le mieux. C'est tout de même une transformation sociale, politique bien réelle. Donc nous avions finalement une sorte de problème d'identité. Et c'est à ce moment-là que la question des principes et du droit humanitaire a commencé à se poser. Question des principes d'abord, puis du droit humanitaire. Au fond, ce qui nous distinguait de ces corps expéditionnaires à visée humanitaire, c'était pas tellement que nous n'avions pas d'armes, parce que d'une certaine manière, ils n'en faisaient pas usage. Certes, ils en avaient, mais elles étaient là un peu pour la symbolique. Ils s'occupaient de faire réparer un pont, retaper une école, mettre en place un dispensaire, et aux grandes dames de nombreuses organisations humanitaires qui n'ont cessé, y compris dans les années 2000, en Afghanistan, de
réclamer leur part du gâteau, si j'ose dire. Enfin, je le dis de façon un peu vacharde, parce que je trouvais que les réclamations des ONG étaient ridicules. Mais en tout cas, c'était une sorte de compétition, de concurrence difficile à assumer, et une interrogation existentielle qui a saisi pas mal de monde dans le milieu des ONG. D'où l'arrivée de ces principes qui nous distinguaient des forces armées, qui, elles, par définition, ont une logique militaire, politique, mais évidemment pas ces principes. Et quels ont été ces principes? Eh bien, ce sont été ceux de la Croix-Rouge. Et c'est là qu'intervient le problème. Principe de la Croix-Rouge égale principe humanitaire. Pour certains, oui, et pour d'autres, je suis désolé, je sais que je prends un risque majeur en m'exprimant de cette façon ici à Genève, mais pour moi, non. Ce sont les principes de la Croix-Rouge, ils sont honorables. La Croix-Rouge est une institution qui a un passé compliqué, hein, je n'entre pas dedans. La proclamation de ces principes en 1965, un siècle donc après la création, répond à un certain nombre de contraintes. On pourra y revenir, si vous voulez, dans le débat de contraintes, etc. Mais les sociétés nationales de Croix-Rouge, en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, ou les CICR, en tant que mandataires de la communauté internationale, intermédiaires neutres entre des belligérants, des définitions, disons, un peu historiques, mais qui ont leur valeur, qui ont leur poids. Eh bien, ces institutions, avec la fédération, naturellement, enfin, qui s'appelait la Ligue à l'époque, la fédération, tout ce monde, car il s'agit vraiment d'un monde, a sa logique, et je ne la mets pas en question. Mais ça n'est pas la même que la logique des ONG, qui ne sont pas auxiliaires des pouvoirs publics, qui n'ont pas de mandat international, qui ne sont pas intermédiaires de quoi que ce soit, sauf quand on leur demande éventuellement, et à titre tout à fait exceptionnel. Il y avait donc peu de raisons de s'y intéresser. Et puis, il y avait une autre interrogation qui me venait, qui était un discours qui s'est développé au cours des années 90, selon lequel les guerres d'aujourd'hui étaient totalement dérégulées, enfin une sorte de discours nostalgique du bon temps de la guerre froide, et d'avant la guerre froide, la guerre que les humanitaires préfèrent, c'est la guerre de 14, celle qui rassemble tous les suffrages. Et la guerre de 14, je le rappelle, c'est 50 millions de jeunes hommes mis sous l'uniforme, considérés donc comme autant de cibles légitimes, 10 millions de morts, dont 1 million qui n'étaient pas en uniforme, 1 million de civils. C'est aussi, et aujourd'hui on me tiendrait parce que c'est directement lié, une épidémie de grippe H1N1 qui fait entre 50 millions et 100 millions de morts, mais c'est aussi la destruction dont on ne s'est toujours pas remis aujourd'hui, peut-être en Suisse c'est un peu différent, mais enfin dans le reste de l'Europe hors guerre ne s'est toujours pas remise de cette guerre qui en a entraîné une autre, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bref, cette horreur, cette abomination, cet emballement pour le pire qui a été la guerre de 14, les souffrances inouïes qu'elle a créées et qu'elle a métastasées un peu partout, étaient présentées par les humanitaires, tenant promoteurs du droit humanitaire, comme une guerre exemplaire, puisque 90% des victimes étaient militaires et que seuls 10% des victimes étaient des civils, proportion qui était renversée dans les années 90-2000, où 90% des victimes étaient prétendument des civils et 10% seulement des combattants. Proportion totalement baroque qui ne tient aucun compte des nouvelles modalités des conflits, mais qui a la commodité de la symétrie pour elle. Et ce discours sur la guerre de 14 m'a littéralement révolté. Que des humanitaires fassent la promotion de cette boucherie, voilà qui me semblait hors cadre totalement. Et j'ai commencé à travailler là-dessus et à me rendre compte que dans le droit humanitaire, dont par ailleurs j'étais un promoteur, enfin j'avais notamment pour Médecins sans frontières France recruté une juriste spécialiste de droit humanitaire, qui est l'auteur du dictionnaire pratique de droit humanitaire, qui a connu un grand succès, qui est même repris à son compte, en tout cas pour partie, par le CICR, donc par le Vatican lui-même. Donc notre Bible, c'est vraiment, là c'est une grande réussite.
Donc, il ne s'agit pas de tout balancer par-dessus bord. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure en disant que j'allais adopter une position critique, nuancée, mais certainement pas tout balancer. Nous nous servons du droit humanitaire dans nos activités ordinaires. Il est une certaine source de légitimité, de légitimation de nos demandes auprès de gouvernements, et il ne s'agit sûrement pas de le balancer comme cela. J'ai trop de préoccupations d'ordre pratique pour faire une sorte de théorie qui est nihiliste dans ce domaine. Mais il n'empêche que le droit humanitaire, qui veut en quelque sorte civiliser la guerre, introduire un cadre éthique dans la décision opérationnelle militaire, le droit humanitaire est aussi une nécroéthique. Et c'est important de le savoir, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis totalement opposé aux campagnes de promotion du droit humanitaire dans lesquelles, par exemple, Médecins sans frontières s'est lancé aux côtés du CICR dans une action plus ou moins coordonnée, mais en tout cas en s'informant mutuellement. La promotion du droit humanitaire, c'est la promotion de la guerre d'abord, hein, et c'est d'ailleurs ce que disaient les premiers critiques pacifistes du droit humanitaire au XIXe siècle, après la première convention de Genève, enfin après la convention de Genève, ils ne savaient pas qu'il allait y avoir d'autres à l'époque. Les pacifistes reprochaient au droit humanitaire de s'inscrire dans la logique même de la guerre et finalement de tenter de la rendre aimable, attirante, acceptable moralement. Je pense qu'à l'époque, ils avaient, ils étaient prophétiques, ils étaient visionnaires, mais ils n'avaient aucun exemple à se mettre sous la dent avec la guerre de Libye et avec un certain nombre d'attitudes de décideurs politiques. Je pense qu'en fait, ils nous montrent qu'ils avaient vu plus loin que tout le monde. Mais ça n'est pas une raison. Le monde étant ce qu'il est, les guerres étant ce qu'elles sont, sans le droit humanitaire, elles existeraient aussi. Donc, il ne s'agit pas non plus de rendre le droit humanitaire responsable de cela. Mais avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une nécroéthique, eh bien, ça retient l'enthousiasme, ça empêche de se lancer dans une campagne qui serait de promotion de ce type de choses. Donc, voilà pour ce que je voulais dire sur le DIH. Oui, que le CICR s'en empare, le porte, c'est sa manière, enfin, c'est pas sa propriété, mais il en est le porteur, le garant, le promoteur, et c'est pour cela qu'il existe en premier lieu. Donc, moi, je ne parle là que pour les ONG, c'est-à-dire pas pour des institutions humanitaires comme le CICR, qui n'est pas une ONG, je le précise pour ceux qui l'ignoreraient. Mais reste tout de même ce que je disais au départ, à savoir les principes neutralité, indépendance, impartialité. Là encore, il s'agit de nuancer, mais l'usage que personnellement j'en fais, c'est de les regrouper en un seul mot. Nous sommes une organisation neutre, indépendante, impartiale, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'ennemis. Nous arrivons sur un terrain avec une sorte de drapeau blanc. Bien entendu, des gens peuvent nous considérer comme leur ennemi. Ça, nous n'y pouvons rien. On peut essayer de se protéger, il faut en avoir conscience. Mais nous arrivons a priori sans aucun ennemi dans l'unique souci d'aider là où nous le pouvons, avec les moyens qui sont les nôtres et du mieux que nous puissions faire. Voilà ce que représentent pour moi les principes, c'est-à-dire une sorte de carte de visite ou un drapeau blanc. Mais surtout pas un cadre d'analyse ou un cadre identitaire. Parce que si on les prend un par un, on voit que ça ne tient pas. Si par exemple, prenons le premier d'entre eux, qui est sans doute le plus solide, l'impartialité. L'impartialité, c'est une notion qui est mal nommée. On devrait l'appeler équité, parce que c'est ça l'idée qu'elle contient. Donc, le principe d'équité, ça consiste à distribuer ses biens et ses services à ceux qui en ont le plus besoin. Très bien. C'est une sorte de ligne de fuite là qui est vraiment importante. C'est pour ça que je la traite en premier avec beaucoup d'égards. Reste que vous ne pouvez pas démontrer que vous êtes impartial. Parce que l'idée que vous faites des besoins prioritaires, elle vous appartient à vous. Ça dépend de la philosophie de l'organisation, de l'état d'esprit du directeur ou de la directrice des opérations, du chef de mission locale, de la mission exploratoire, de tas de préjugés, de tas d'idées qu'on a en tête, par exemple, que les enfants ont une valeur de vie supérieure aux adultes, par exemple, ou les femmes enceintes.
ils ont une quantité de vie à attendre supérieure, ça c'est sûr. Une valeur de vie, je ne sais pas. D'ailleurs, ça contredit l'idée que tous les êtres sont égaux, existentiellement égaux. Mais lorsqu'on se concentre sur les enfants, on donne l'impression d'être, ou les femmes enceintes, on donne l'impression d'être équitable parce qu'on s'adresse à des gens plus ou réputés plus vulnérables. Mais c'est extrêmement discutable parce que, par exemple, dans les conflits armés, qui sont les premières victimes? Non pas les femmes et les enfants, comme on le martèle sans cesse, mais les jeunes hommes. Ce sont eux qui meurent en masse. La démographie est impitoyable sur ce plan-là. C'est peut-être pas le bon indicateur, le nombre de morts dans une guerre, mais en tout cas, ce sont eux qui meurent le plus, ce sont eux qui sont le plus blessés. Et donc, on peut se dire que finalement, dans une situation de conflit armé, ce seront les blessés de guerre qui seront notre cible, plutôt que les enfants qu'il faudrait vacciner ou protéger d'une certaine manière. Mais d'autres vous diront que ce sont les malades chroniques qui souffrent le plus parce que la guerre interrompt leur traitement et qu'ils ne peuvent plus se soigner, donc leur situation s'aggrave, etc. Donc, on ira plutôt vers cela. Et ainsi de suite. Donc, on peut multiplier les besoins prioritaires selon la sensibilité, l'idée qu'on se fait de tout cela. Si bien que l'impartialité est à la fois une notion importante à mettre en avant, mais certainement pas un guide pour l'action, contrairement à ce qui est dit, parce que ce guide peut nous emmener à peu près à 360 degrés. Un guide qui vous emmène dans n'importe quelle direction, on ne peut pas appeler ça un guide. Le deuxième principe, pas par ordre d'importance, mais parce qu'il me vient, c'est la neutralité. La neutralité, elle suppose qu'on soit non partisan. Ça, je m'y reconnais pleinement. Je pense que l'humanitaire, pour être pleinement lui-même, doit être non partisan. Je pense qu'il est préférable de le dire comme ça. Nous ne sommes pas partisans. Nous ne soutenons pas un parti politique, un courant idéologique, ou quelque sorte, comme je le disais, drapeau blanc, carte de visite, on essaie de rendre service à qui l'on peut, sans aucune autre distinction que celle du service que nous pouvons rendre à des gens qui le recevront avec une certaine utilité. La neutralité, qui, dans le langage commun d'ailleurs, se confond avec l'impartialité. On dit d'un juge ou d'un arbitre qu'il est neutre ou impartial, sans que la distinction soit réellement faite. C'est pour ça que je disais que l'impartialité serait mieux nommée en tant qu'équité pour la distinguer de la neutralité. Mais donc, la neutralité en tant qu'action non partisane, pleinement oui, et là-dessus, je ne discute pas un instant. En revanche, s'abstenir de prendre part à toute controverse d'ordre politique, philosophique, religieux ou racial, je cite verbatim, hein, ces quatre termes-là qui sont employés dans le titre, moi, ça ne me va pas du tout. Je ne peux pas accepter ça. Donc, à la porte, la neutralité, en ce qui me concerne, ça a toujours été pas mon mot d'ordre, parce que j'en fais pas un cheval de bataille, mais enfin quelque chose que j'avais à l'esprit. Et le fait de se réclamer de ces ONG NIA, neutre, indépendante, impartiale, fait que, par exemple, prenons dans l'actualité aujourd'hui une organisation humanitaire israélienne, israélo-palestinienne, qui existe, il y en a plusieurs, qui vont dans les colonies pour aider des Palestiniens à protéger leurs récoltes d'oliviers, leurs troupeaux de moutons, que sais-je, qui sont la cible des colons qui les harcèlent. Et donc ces organisations israéliennes, j'insiste sur le fait qu'elles sont israélo-palestiniennes, vont là-bas, avec d'ailleurs beaucoup de courage. Certains se considèrent comme des activistes politiques, œuvrant pour la justice pour tous dans un périmètre territorial donné. D'autres décriraient leur action comme humanitaire, c'est un peu comme tout à l'heure, coopération humanitaire, au fond, ce n'est pas très important d'arriver à... Les deux s'appliquent aussi fortement, aussi sensément. Mais là, il serait directement partie prenante à un discours politique qui met en question la doxa, le discours politique dominant. Parler des droits des Palestiniens en Cisjordanie, c'est se heurter à une bonne partie de la population et du discours politique. Donc, c'est prendre parti dans une controverse d'ordre politique. Pensons à quelque chose d'un peu moins, de tout aussi actuel, mais un peu plus distant.
une ONG bouddhiste birmane qui s'intéresserait au sort des Rohingyas et qui chercherait à les aider, à faire valoir leurs droits, à protester contre les persécutions abjectes dont ces populations dont elles sont l'objet, prendrait part à une controverse d'ordre politique. Ou quand nous étions en Afrique du Sud au temps de l'apartheid, déclarer que l'apartheid est un système abject dont il faudra sortir, c'était prendre parti dans une controverse, etc. Autrement dit, il y a des situations dans lesquelles la neutralité s'oppose au sentiment humanitaire. C'est à cela que je voulais venir. Ça ne vient pas spontanément à l'esprit, et ça n'est pas d'ailleurs quelque chose d'absolument constant. Mais il y a un certain nombre de situations, et elles sont suffisamment nombreuses, j'en ai cité quelques-unes, je pourrais en citer d'autres. Il y a quand même un grand nombre de situations dans lesquelles s'imposer la neutralité, c'est-à-dire s'imposer le silence, c'est en quelque sorte laisser le pouvoir parler à votre place. Il y a une sorte de phénomène de ventriloquie où vous avez l'air d'être muet, mais en réalité, vous émettez des sons. Ces sons, ce sont par exemple ceux qu'au moment de la famine en Éthiopie et des transferts de population, émettait le président Mengistu, donc le colonel qui dirigeait la junte militaire communiste éthiopienne, qui se livrait à des transferts de population criminels, meurtriers. Quand il y avait des protestations, le colonel Mengistu nous disait « Mais regardez, puisque les ONG qui sont là ne s'expriment pas, elles ne disent rien, c'est que tout va bien, donc laissez de côté ces calomnies, ces mensonges, et retournez au travail. » Et d'une certaine manière, il avait raison, non pas sur le fond, parce que sur le fond, les transferts de population étaient effectivement ce qu'on qualifierait un peu plus tard de crimes contre l'humanité. Mais ce qui était vrai, c'était que tout le monde se taisait au nom de la neutralité. J'en ai fait l'expérience, je ne vais pas développer là-dessus, c'est trop ancien, et ça n'a plus grande importance aujourd'hui, mais c'était bien au nom de la neutralité que les exactions quotidiennes dont les différentes ONG étaient témoins restaient dans l'ombre, restaient dans la discrétion, parce qu'il s'agissait de ne pas prendre parti dans tout ça. Donc, la neutralité, elle est problématique. Quant à l'indépendance, c'est une virtualité. Et d'ailleurs, c'est même, quand on parle de décolonisation, j'en dirai un mot tout de suite, quand on parle de décolonisation, cette indépendance, elle est choquante, parce que ça voudrait dire qu'une organisation, je sais pas, française, suisse, allemande, américaine, arrive en Zambie, en Éthiopie, en Birmanie, que sais-je, et s'installe souverainement, fait régner sur son petit périmètre son ordre à elle. Puisque si c'est être indépendant, c'est être souverain sur ses propres décisions. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est jamais le cas. Pour quelques-uns ici qui n'ont aucune expérience dans le domaine de l'aide humanitaire internationale, je le signale, nous négocions. Nous arrivons dans un pays, nous demandons l'autorisation de nous installer dans ce pays. Et même quand c'est avec un pouvoir illégal, c'est-à-dire par exemple un pouvoir de guérilla, je pense à l'Afghanistan, au Salvador, à l'Angola, au Tchad, enfin un grand nombre pas si grand nombre que ça, mais disons un certain nombre de pays, où là récemment la Syrie en zone rebelle, nous arrivons quelque part, nous négocions avec l'autorité. L'autorité de fait, l'autorité légale, ça c'est indifférent. Nous on traite avec quiconque détient cette autorité, parce qu'il faut parler avec les gens. Donc c'est avec eux que nous négocions à la fois l'orientation générale du programme d'aide, c'est la quantité de gens qu'on va amener, le nombre de visas, le nombre de véhicules, le lieu de l'implantation, les priorités, les éventuels changements de priorité en cours de programme. Bref, nous sommes dans une interaction, je ne dirais pas constante, mais régulière et salutaire, enfin nécessaire, que personne ne veut mettre en question. À quoi sert l'indépendance alors? Et MSF se targue d'être financièrement indépendant, et à juste titre, c'est un atout extrêmement important. Eh bien, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à démarrer un programme dès lors qu'on estime que c'est justifié. On voit une mission exploratoire, il y a quelque chose à faire, on y va. Nos ressources sont suffisantes pour démarrer une mission, comme on dit dans notre milieu,
significative, c'est-à-dire de taille, d'ampleur, de portée, qui soit réelle et pas simplement symbolique. C'est important parce qu'on a connu bien des situations. Je pense à la Syrie en zone rebelle, je pense à la Somalie au début de la guerre, où le régime Siad Barre était considéré comme étant encore en place, et donc il était impossible d'avoir des fonds pour intervenir, des fonds institutionnels, je veux dire, pour intervenir. Heureusement que nous avions nos propres fonds, et ainsi de suite. Donc, pour commencer, nous ne sommes pas tributaires d'un échange avec une ou plusieurs institutions financières, ECO, USAID, DLC, enfin bref, les bailleurs de fonds habituels. Nous pouvons commencer vite et fort, en tout cas vite et au niveau où nous estimons devoir le faire. Et ce n'est pas un détail, la fin d'un programme. Parce que la fin d'un programme, elle est généralement justifiée par toutes sortes de marqueurs, de petits bonshommes. Il y a des tableaux Excel extrêmement bien faits, à mon avis totalement ridicules, mais qui tiennent bien le coup. C'est typiquement l'idéologie du management là, qui l'emporte sur le monde réel. Et donc, ces tableurs, ils justifient la sortie. Mais qu'est-ce qui est la raison de la sortie, la raison de l'arrêt du programme? La fin du financement, tout simplement. Donc, on rationalise secondairement l'arrêt d'un programme qui, si l'argent avait continué à être disponible, aurait poursuivi parce que son utilité restait bien réelle. Mais il y a des circonstances, je parlais de l'Éthiopie à l'instant, la Somalie, dont on s'est retiré en protestation contre la dérive sanglante de l'opération militaire, l'ONU Somme 2, en Somalie, d'autres, la Corée du Nord, où on voyait que toute notre aide était littéralement accaparée par les barons du régime, qui eux-mêmes d'ailleurs avaient faim, hein, mais ils ne crevaient pas de faim, simplement, ils avaient un petit peu faim, mais ils s'accaparaient tout, ou les camps rwandais du Zaïre de l'été 94, dont nous sommes partis à l'automne, en constatant qu'ils étaient passés sous l'emprise des génocidaires et que HCR et nombre d'ONG, finalement, finançaient, soutenaient un appareil génocidaire en reconstruction qui entendait faire de ces camps une plateforme d'attaque contre le pays pour terminer le boulot. Quel boulot? Le boulot génocidaire, naturellement. Donc, dans ces circonstances-là, pouvoir arrêter, dire ça suffit, ou dire par exemple au moment du tsunami, assez d'argent, l'urgence est largement comblée, la crise est réelle, mais l'urgence n'est pas là ou n'est plus là, eh bien ça demandait une capacité de confrontation avec le public, mais aussi un lien avec celui-ci qui était très fort, mais qui nous permettait donc de décider, alors pour le coup souverainement, la souveraineté au début et la souveraineté à la fin, oui, celle-là, je la revendique, nous la revendiquons, et c'est un atout extrêmement important. Alors, tout cela, c'est finalement ce qui nous permet d'éviter de passer du compromis, toujours nécessaire, parce qu'il n'y a aucune situation dans laquelle on arrive, et aucune, peut-être Port-au-Prince au moment du tremblement de terre, où tout le monde pouvait faire à peu près n'importe quoi. Mais c'est une exception, ce n'était pas la règle. Et d'ailleurs, de très bonnes choses ont été faites à la faveur de ce chaos, de ce désordre et tout. Donc, je dis ça, mais pas du tout pour couler l'opération de secours d'urgence au moment du tremblement de terre, car on a opéré des milliers de personnes, comme 20 000, 30 000 personnes, disons une vingtaine de milliers de personnes, en l'espace de peu de temps, disons de 2 ou 3 semaines, ce qui est, je le signale, parce qu'on a généralement peu en tête les ordres de grandeur, ce qui est absolument exceptionnel. D'ailleurs, enfin, c'était sans précédent. Il n'y a aucun événement qui peut causer 20 000, 30 000 blessés en l'espace de 30 secondes. Aucun. Aucune arme, aucune mesure humaine, seul un tremblement de terre ou un glissement de terre, enfin, disons, ces grandes catastrophes peuvent le faire. Et la réaction internationale a tout de même été très encourageante parce qu'on a vu que des universités, des pays, des armées avaient des capacités, une volonté d'intervenir. Et Haïti a été le théâtre d'une intervention faite dans une pagaille épouvantable, mais finalement qui a rendu un service immense à des milliers et des milliers de gens qui sans cela mouraient ou restaient
gravement estropiés pour le restant de la résistance. Donc, cette parenthèse fermée, je le répète, le compromis, c'est la règle fondamentale. Donc, toute la question est de savoir comment on définit un compromis acceptable. Pour ça, on a écrit un livre, je ne vais pas imposer, surtout que là, je vais m'arrêter dans quelques minutes pour laisser place à la discussion. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans, mais le passage du compromis à la compromission, c'est un moment délicat à repérer. Souvent, on s'en aperçoit un petit peu tard. Il est question de savoir si on peut faire marche arrière, mais ça doit être une préoccupation, une inquiétude constante, en tout cas constante, dans des situations à très forte charge politique. Ailleurs, c'est finalement assez simple. Enfin, les humanitaires ne sont pas toujours en train de travailler avec une main tordue dans le dos, un commissaire politique qui surveille. Il y a des situations où on est quand même relativement détendu. Mais elles sont moins fréquentes qu'avant, ça fait partie de l'évolution générale. Elles ne sont pas absentes, mais quand même moins fréquentes. Et c'est là où les situations sont extrêmement tendues, où le poids politique sur l'aide internationale s'exerce lourdement. Là, il faut avoir en tête ce passage du compromis à la compromission, avec la question fondamentale, qui est-ce qu'on aide plus, le pouvoir ou la population qu'on entend aider. Ça, c'est pour moi la question centrale, celle que, disons, depuis la famine en Éthiopie et cette fameuse situation de transfert de population, je pense qu'il faut se poser. L'aide internationale fournissait une bonne partie, voire la quasi-totalité de la logistique des transferts forcés, des déportations, disons, appelons les choses par leur nom, et l'essentiel de la logistique des déportations. Ce que nous aidions, c'était un pouvoir qui entendait remodeler chirurgicalement l'intégralité de sa société, sans aucune considération pour le prix humain que ça coûtait, un peu sur le mode de Khmer Rouge, un peu importe. On a 6 millions de personnes, s'il y en a 3 qui disparaissent, ça ira très bien quand même. Le DERG raisonnait dans des termes tout à fait analogues, voulant construire la première société authentiquement communiste d'Afrique. Ça avait un coût. Hein, le référent de cette affirmation, c'était Staline, évidemment. Staline, il était aussi prêt à payer le prix des autres pour son projet. Eh bien, on était exactement dans cette configuration-là. Alors, celle-ci est, disons, particulièrement claire, particulièrement nette, mais avec le recul sur le moment, ça n'était pas autant le cas. Mais donc, se poser cette question, c'est s'interroger sur l'espace de liberté d'action humanitaire qu'on a, les degrés d'autonomie dont on bénéficie, qu'on peut mesurer par la façon dont on s'entretient librement avec les gens, simplement les gens ordinaires, les gens qu'on vient aider ou ceux qui ne sont pas dans l'aide, mais qui sont là, c'est-à-dire sans la présence d'un flic, d'un commissaire politique, de quelqu'un qui vient surveiller les propos des uns et des autres. C'est également en s'assurant que les biens et les services que l'on apporte sont utilisés correctement, c'est-à-dire au profit des gens qui en ont vraiment besoin, indépendamment de leur relation avec le pouvoir, des gens qui en ont vraiment besoin. Et puis, c'est aussi une façon, enfin, la possibilité d'explorer le territoire, avec naturellement les limitations qui sont liées à un état d'insécurité, de conflit armé, ça fait partie du jeu. Il faut comprendre que des mouvements puissent être légitimement limités dans certains cas, parce que l'autorité ne veut pas que les humanitaires étrangers sur son terrain se fassent blesser ou tuer. C'est un désaveu pour eux, donc il s'agit de prêter attention à cela. Mais en tout cas, la possibilité de voir si on n'est pas tanké dans un coin parce que c'est le pouvoir qui nous a mis là pour récompenser sa population ou tirer quelques bénéfices d'ordre divers. Voilà, c'est ces 3 balises, hein, liberté de dialogue, liberté de contrôle, liberté de réévaluation. Ça délimite un espace d'autonomie, disons, de degré d'autonomie de l'aide humanitaire qui doit être apprécié comme un film, non pas comme une photo. C'est-à-dire, est-ce qu'il va en s'élargissant ou est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il se rétrécit? Et là, peuvent se décider des choses, une négociation, reprise, des pressions, voire le fait de quitter le terrain, parce que si c'est pour nourrir ceux qui ont déjà tout ce qu'il leur faut aux dépens de la population, il y en aura d'autres que nous pour le faire. Voilà, donc c'est
La question de ces principes, moi, je pense qu'il ne faut pas l'acheter par-dessus bord, on ne peut pas les abandonner. On peut simplement en faire une carte de visite, un drapeau, une façon de se signaler à nos interlocuteurs. Et par ailleurs, se poser la question décisive, qui est-on plus? C'est-à-dire ne pas se demander si on est instrumentalisé, parce que le simple fait qu'on soit sur un terrain est une instrumentalisation. Et l'instrumentalisation est trop négativement connotée dans notre milieu. L'instrumentalisation, c'est une condition ordinaire, normale de l'action. Si un pouvoir accueille une organisation humanitaire, des organisations humanitaires sur son territoire, c'est qu'il y a un intérêt pour retirer des bénéfices d'image de sa population, un intérêt pour se présenter comme attaché à une certaine ouverture et donc fréquentable par d'autres pays. Donc il y a du symbolique extérieur, il y a du symbolique intérieur, il peut y avoir aussi un intérêt économique parce que les ONG apportent des ressources. Bref, il y a divers intérêts, pas d'ailleurs une gamme infinie, mais on peut les résumer assez facilement, j'en ai dit l'essentiel, mais il faut accepter ce fait-là qu'il y a un intérêt à avoir des organismes humanitaires, faute de quoi il n'y a pas d'organisme humanitaire. C'est aussi simple que ça. Donc il ne s'agit pas de savoir si on est instrumentalisé ou pas, on l'est, par nature, par structure, par fonction. Il s'agit de savoir si on n'est pas passé du compromis à la compromission, et ce faisant, si on n'est pas passé de l'aide aux victimes à l'aide aux bourreaux, pour le dire de façon un peu ramassée, voire un peu en forçant légèrement le trait. Aïe, 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 j'ai encore des choses à vous dire, mais je ne sais pas. Non? D'accord, ok. Il y a deux notions qui me semblent relever, enfin, être dans le titre qui a été donné à cette conférence, hein, de principe et réalité, qui était la question du ciblage des ONG, donc les problèmes de sécurité, et la question de la décolonisation, que précédemment je traduis en problème de légitimité. La question, parce qu'il me semble que parler de décoloniser l'aide, c'est n'avoir aucune idée de ce qu'a été le colonialisme. Ça me semble totalement baroque. Enfin, mais en tout cas, je le repose comme ça. Alors, la question de la sécurité. Il y a, je le signale, un excellent livre produit par le Crash. Je n'y ai absolument pas contribué, donc je peux en faire la réclame sans aucun, sans aucune retenue, qui s'appelle Secourir sans périr, dont il existe également une version anglaise, et qui étudie à la fois les manuels de sécurité tels qu'ils ont été produits au cours de ces dernières années par des spécialistes de la sécurité, généralement d'anciens des forces spéciales, des forces d'élite de la police, des gens comme ça, qui ont une conception totalement opérationnelle et business de la sécurité, qui a déteint sur la sécurité des équipes humanitaires. Et donc, ces manuels sont analysés, puis qui s'intéressent aux incidents de sécurité, à leur décompte, à la réalité de cette progression préoccupante des attaques contre les humanitaires, etc. Donc, pour ceux qui cette question intéresse, je recommande chaudement ce livre. De même, d'ailleurs, je me permets de recommander un autre livre, plus petit, fait par MSF Suisse, mais c'est pas pour ça que je le recommande. C'est parce qu'il est excellent, qui s'appelle Dans l'œil des autres, où précisément on peut s'interroger sur la question de la compréhension des principes par les populations auprès desquelles on travaille. J'ai juste en tête comme ça un exemple d'un reproche, deux exemples qui sont marrants, l'un qui sert maintenant et l'autre qui servira dans mon truc dans ma partie sur le colonialisme ou la décolonisation. Le premier exemple, c'est une mère qui reproche à MSF son manque d'impartialité ou son manque de neutralité. Elle ne fait pas la différence, comme d'ailleurs 99% des gens, y compris, je pense, enfin non, pas dans l'humanitaire, mais dans le monde normal. Et pourquoi? Parce qu'on distribue du Plum Peanut ou du Plum Pidos, enfin on distribue, disons, des suppléments alimentaires à des enfants
qui ont des caractéristiques de poids-taille qui les mettent dans la catégorie des malnutris modérés ou, a fortiori, sévères, mais ce sont des catégories qui sont étrangères à ces mères, qui ont, elles, une catégorie très claire, c'est est-ce que les enfants ont faim ou pas? Et donc, les enfants qui ont faim, ils devraient avoir droit à ce supplément alimentaire, et pas simplement ceux qui sont malades ou qui menacent de tomber malades selon des critères qui restent forcément un peu mystérieux. Le rapport entre le poids et la taille, c'est pas ce qui vient spontanément à l'esprit d'une mère quand elle regarde ses enfants. Bien, cette incompréhension elle a été traduite en termes de manque, en termes de partialité ou de manque d'impartialité ou de manque de neutralité, parce qu'on devrait considérer la chose. Hein, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la conception des besoins. Et l'autre exemple, parmi de bien d'autres, tous aussi passionnants les uns que les autres, concerne la façon dont les équipes d'aide sont perçues. Ça se passe au Niger, dans un coin au sud-est du Niger, vers Zinder, région très, très rurale. Et je le précise pour une raison que vous allez comprendre. Et les gens répondent qu'il y a deux catégories de gens qu'ils aiment bien et une catégorie qu'ils détestent. Enfin, en tout cas, qu'ils détestent, mais qu'ils n'aiment pas du tout, qu'ils rejettent. Les gens qui sont bien appréciés, ce sont les locaux, les personnes recrutées dans le village ou dans la bourgade voisine, et les étrangers, ceux qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Parce que ceux-là parlent bien, ils s'expriment correctement vis-à-vis des gens. En revanche, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont détestés, c'est ces prétentieux-là qui viennent de Niamey, qui méprisent les petits paysans, qui méprisent les bouseux que sont tout ça. Bref, qui s'inscrivent dans une configuration d'un classicisme sans fin que l'on retrouve à peu près partout dans le monde, le mépris des citadins pour les ruraux. Les citadins sont l'élite, les ruraux sont des attardés, des analphabètes, etc., des ignorants, et ils le font sentir. C'est là que peut-être, parce qu'il y a bien des citadins parmi les étrangers également, mais disons, ils se comportent différemment en étant sans doute à l'étranger. Voilà deux sur à la fois les besoins et sur la perception coloniale ou pas. Ceux qui sont les envahisseurs, les gens désagréables, ceux qui se prennent pour sortir de la cuisse de Jupiter, ce sont des Nigériens, mais de Niamey. Les Français, les Anglais, les Américains, ou que sais-je, ou Zambiens, parce qu'il y a plein d'équipes africaines également. Ceux-là sont bien considérés, venant de l'étranger, ils parlent poliment à tout le monde. Je recentre sur la sécurité. En gros, entre les années 90 et les années 2020, l'aide internationale, humanitaire, coopération de toutes sortes, a été multipliée par 3 ou 4. Selon les postes qu'on regarde, de recrutés locaux, de volontaires internationaux, de budget, de quantité de biens importés. Donc, ce serait fastidieux d'entrer dans le détail, mais je donne simplement un ordre de grandeur pour éviter de nous fatiguer avec des chiffres trop nombreux. Et donc, évidemment, la surface de contact avec le risque, elle a augmenté avec le nombre de gens qui sont dans ces situations. Donc, mécaniquement, les incidents ont augmenté. Ce qui est particulier, ce qui est vraiment nouveau dans notre domaine, ce sont les kidnappings. Les kidnappings qui sont la chose la plus, la plus lourde, affectivement, intellectuellement, institutionnellement, parce que tant que des gens d'une équipe sont détenus quelque part dans des conditions qu'on ignore, la vie ordinaire ne peut pas reprendre. Le travail, certes, continue, mais dans des conditions qui sont toujours perturbées, avec une préoccupation constante d'autres otages, de chantage, etc. Et ça, effectivement, c'est apparu, moi, quand j'étais sur le terrain où j'étais opérationnel, c'est-à-dire jusqu'en 1994, je n'avais pas eu, bien sûr, des incidents de sécurité, on en avait eu, parce que travaillant dans des guerres, on accepte de s'exposer au risque de guerre. On le minimise, on prend toutes les mesures de limitation des transports, de protection passive, d'information tous azimuts. Bref, il y a toute une panoplie de mesures actives ou passives que l'on doit prendre
et on évite, et on cherche à avoir, nous on est dans la doctrine zéro mort, naturellement, mais on sait bien qu'il peut y avoir le manque de chance, mauvais endroit, mauvais moment, et boum, ça se produit. Donc ça c'est, disons, si ce n'est acceptable, du moins prévu par les gens en général. L'enlèvement, par contre, ça c'est tout à fait autre chose, et c'est la nouveauté la plus préoccupante. Elle ne s'est pas démentie. Il y a de fortes raisons de penser que les premiers enlèvements imputés aux islamistes de Tchétchénie, parce que c'est dans ce pays, enfin cette province russe peut-être, que se sont produits les premiers kidnappings. Et selon toute vraisemblance, le FSB, c'est-à-dire le successeur du KGB, qui avait organisé ces incidents, ces attaques, pour à la fois discréditer l'ennemi et pour éliminer des témoins gênants. C'est là aussi que si délégués du CICR ont été froidement abattus dans leur sommeil chez eux par un commando dont tout indique qu'ils relevaient de la même autorité. Donc c'est là que ça a commencé, et ça s'est propagé essentiellement au Moyen et au Proche-Orient, avec notamment la pratique de l'enlèvement commercial, disons, dans un but de pure transaction financière, avec des groupes armés qui, eux, ont un but politique. Donc il y a eu un business des otages qui s'est développé simultanément, d'ailleurs également au Proche-Orient, le pays le plus touché par cela étant le Liban, où là on comptait des centaines et des centaines d'otages presque au quotidien. Aujourd'hui, c'est à Port-au-Prince qu'il y a des dizaines et des dizaines d'otages. Mais là où on les a tous en tête, naturellement, à cause de journalistes ou de personnalités qui ont été kidnappés, c'est en Irak, en Syrie, et bien évidemment. Et aujourd'hui, à Gaza. Encore 2 minutes. Ce que je veux en dire là, c'est que c'est une préoccupation très lourde et dans un certain nombre de pays, un frein à l'action. Ça ne fait absolument aucun doute quand dans un pays comme le Pakistan, à la frontière afghane, les gens passent tout leur séjour de travail, donc 4 mois, 6 mois, plus, totalement bunkérisés, c'est-à-dire totalement enfermés dans un lieu dont ils ne sortent pratiquement jamais, voire de temps en autre, simplement pour prendre l'air, un peu déguisé, avec des tenues locales. Ça ne facilite pas l'enthousiasme, ça ne crée pas un désir d'agir, c'est plutôt un pinceau qu'on s'inflige, on veut être... Parce qu'on est bien reçu quand même, les gens sont contents qu'on soit là, mais le risque réel ou supposé, on n'en sait rien, c'est précisément cette incertitude qui est extrêmement lourde à gérer, impose ce genre de mesures. Donc la sécurité, c'est un problème qui va croissant, et là on a encore eu 2 membres de MSF qui ont été abattus vraiment froidement, enfin pas froidement, mais assassinés au Burkina Faso, ce qui a amené un retrait partiel, c'est semble-t-il un accident, mais en tout cas c'est une réalité. Ce que je dirais pour terminer sur ce chapitre, parce que c'est juste pour indiquer une tendance préoccupante, particulièrement fâcheuse, à laquelle on se coltine au quotidien, c'est la question du ciblage. On entend souvent les humanitaires se plaindre, en tout cas affirmer qu'ils sont pris pour cible en tant qu'humanitaires, donc ce qui rajoute d'une certaine manière au caractère odieux de ce crime. Je pense que c'est odieux de prendre des gens comme ça en tant qu'otages, mais c'est odieux de prendre des otages en général. Mais les humanitaires ne sont pas plus ciblés que n'importe quel étranger. Ce qui est ciblé, c'est quelqu'un qui représente un butin politique, une ressource de transaction. Un groupe purement mafieux, disons purement criminel, enlève 2, 3 volontaires humanitaires,
Pourquoi? Simplement pour les revendre à un groupe plus organisé, qui va peut-être les revendre à son tour à un groupe djihadiste, qui lui va raconter les circonstances dans lesquelles il a enlevé ces gens, en faire une action militaire, et puis les revendre pour se financer son armement, ou obtenir des buts politiques, affirmer son existence, etc. Et ce que l'on voit, c'est que généralement, les humanitaires ne sont pas plus ciblés que d'autres étrangers qui sont là, et que c'est le fait d'être un ressortissant d'un pays riche, capable de payer une rançon, capable d'avoir en son sein une mobilisation en faveur de cette personne, ce sont ceux-là qui sont ciblés. Mais je termine en parlant, en qualifiant cela d'un problème tout à fait sérieux. Et puis la légitimité, c'est un problème sérieux. Il a été traité, à mon avis, et il est traité dans le milieu humanitaire d'une manière un peu trop, je dirais, distraite ou superficielle, pour le dire gentiment. On considère qu'il y a une forme de légitimité identitaire. Alors, identitaire, c'est pas bien quand ça s'appelle génération identitaire, quand ça s'appelle politique identitaire à la Éric Zemmour, ou toutes les extrêmes droites plus ou moins fascisantes qui sont actuellement en développement en Europe. Personnellement, c'est un mot dont j'ai horreur, mais je constate qu'il s'est insinué dans le lexique de l'humanitaire au nom de ce qu'on appelle la localisation, la relocalisation. Qu'est-ce que c'est la localisation? En gros, c'est chacun chez soi. Et pour moi, chacun chez soi, c'est le programme de Le Pen des années 80. Alors, je ne dis pas que c'est le programme, je dis même le contraire. Pas un instant, je me dirais accuser les gens qui prônent la localisation de prôner le chacun chez soi façon Le Pen. Mais je tiens à souligner que c'est quand même la logique profonde, même si elle n'est pas explicitée, qui travaille cette ordinaire. Et je pense, pour ne pas prendre trop de temps, enfin pour terminer, parce que là vraiment j'ai outrageusement dépassé, je pense qu'à cette relocalisation, il faut opposer presque terme pour terme l'internationalisation. C'est l'internalisation des équipes humanitaires, des équipes dirigeantes, des équipes opérationnelles, bref, des équipes humanitaires prises ou des équipes de coopération pour ne pas relancer une distinction qui n'a pas lieu d'être, qui est la bonne réponse. Mais être un local dans certains endroits, ça peut être un avantage par sa connaissance que l'on a des gens, mais ça peut être aussi un désavantage par le soupçon qui pèse sur vous quand il y a une situation conflictuelle, et que finalement être un étranger, c'est pas une garantie d'extériorité par rapport au conflit, mais enfin c'est plus confortable par exemple d'être anglais au Niger ou au Burkina que d'être peul burkinabé ou nigérien aujourd'hui dans ces pays. Je dis anglais parce qu'évidemment la France là, dans ce conflit est tout à fait hors jeu. C'est évident. Pensons aussi à la réaction de la presse. Alors là, je me mettrais plutôt du côté des locaux, mais pour d'autres raisons. La réaction de la presse au moment du tremblement de terre du Maroc, la presse française, je veux dire pas la presse en général, qui s'indignait du fait que les secouristes français, vous savez que les secouristes français sont les meilleurs du monde, hein, ça n'a échappé à personne, hein, les secouristes français, meilleurs du monde parmi d'autres corps professionnels où on est aussi les meilleurs du monde. Enfin bref, c'était totalement ridicule. Je voudrais dire que le gouvernement n'a pas joué ce jeu-là, a été très prudent, n'a pas voulu envenimer les choses, mais c'était tout simplement ridicule. Le séisme était d'ampleur moyenne, il a donné l'occasion aux autorités marocaines d'étonner tout le monde, en effet, par le niveau de préparation réellement impressionnant qui était le leur, et par l'empressement de la société marocaine, nos confrères médecins en particulier, mais pas seulement, des gens qui apportaient des vêtements, des hébergements, enfin, toutes sortes de biens qui étaient tout à fait bienvenus. Et les Marocains s'en sont très bien sortis avec un peu d'aide, les Espagnols qui connaissent très bien le Maroc, les Émirats arabes unis, etc.
Bref, et les Anglais, parce que entre deux couronnes, n'est-ce pas, on s'entend bien. En tout cas, c'était totalement ridicule. Voilà, donc là, on avait une localisation qui était parfaitement justifiée, mais parfaitement justifiée par le fait que les besoins étaient limités du fait que ce séisme avait eu lieu dans une région relativement, enfin très peu peuplée, très peu densément peuplée. Le Haut-Atlas, c'est une région montagneuse, pas très accueillante, et c'est là qu'était l'épicentre. Si ça avait été plus près de Marrakech, la situation aurait été peut-être différente, et je pense que le Maroc aurait ouvert plus largement ses portes. Mais il est tout à fait raisonnable, enfin, il est tout à fait acceptable que le Maroc ait décidé de l'identité de ceux qui venaient l'aider et surtout de prendre en charge prioritairement tous les besoins. Donc, cette déoccidentalisation, cette décolonisation, elle s'inscrit dans un processus qui est très intéressant, très important, une bascule littéralement de notre monde, qui est celle de la désoccidentalisation. Ça, c'est une réalité matérielle, c'est pas un vœu, une aspiration ou l'expression d'un résultat politique. C'est un phénomène qui dépasse tout le monde. Ce n'est plus l'Europe qui dicte l'agenda international. Les États-Unis ont peine à le poursuivre. D'autres puissances émergentes fixent l'agenda. Je rappelle, la fixation de l'agenda international, c'est la grande question de la science politique. S'il fallait résumer la science politique à une question, ben c'est à celle-ci qu'elle se résumerait. Et eh bien aujourd'hui, on voit que cet agenda, il est fixé dans des conditions qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était le cas, disons, jusque dans les années 90. C'est le milieu des années 90 qui a vu. Donc, désoccidentalisation, oui, pour le meilleur et pour le moins bon, sans doute également, mais c'est comme ça, une parenthèse historique se referme. Mais pour autant, céder à cet appel que je considère comme plutôt démagogique que concret et utile à la décolonisation de l'aide, c'est, à mon avis, se tromper sur l'aide et sur la colonisation et la décolonisation. Et là-dessus, je m'abstiens de conclure et je me livre à vos questions et objections. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Pour beaucoup d'entre nous, des notions assez neuves quand même. Comme on a dépassé un petit peu le temps, en discussion avec Bertrand Levrat et Antoine Guesbuller, on a décidé de ne pas faire de panel de discussion, de vous inviter à discuter auprès d'un buffet qui sera vraiment magnifique et qui nous permettra d'échanger de manière beaucoup plus personnelle avec Ronnie Broman à cette occasion-là, si ça convient à tout le monde. Oui, désolé Non, mais d'avoir c'était un annulé plaisir. la discussion. Mais parce que je crains comme on avait annoncé la fin à 7h30, de voir que les gens partent et ça serait dommage. Donc j'aimerais bien qu'on ait un moment de discussion, même informel, en haut, directement dans notre petit salon. Voilà. Merci beaucoup.